Avec le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, lui-même médecin spécialiste à Perpignan. Bonjour, merci d'être avec nous, Jean-Paul Ortiz. Alors, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes qui fait beaucoup de bruit et qui fait réagir beaucoup de monde, qui préconise un arsenal de mesures financières coercitives à l'encontre des médecins libéraux. Vous avez vu ça, hein? J'ai vu ça attentivement et moi je suis frappé de la rupture complète de la Cour des comptes vis-à-vis de la réalité de ce qui se passe dans le pays. Comment ce qu'on appelle des sages peuvent imaginer des mesures coercitives, un conventionnement sélectif, un déconventionnement, quand aujourd'hui le problème en France c'est qu'on manque de médecins, en particulier des médecins généralistes, non seulement en ruralité, mais dans les centres-villes et les hyper-centres-villes, on en parlait à l'instant sur d'autres thèmes, et qu'on manque d'accès aux médecins spécialistes avec des délais de rendez-vous qui sont très longs. On peut parler de mesures coercitives et de conventionnement sélectif lorsqu'il y a une pléthore d'offres, lorsqu'on peut choisir. Mais quand on manque de quelque chose, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? Moi j'avoue que je ne comprends pas que la Cour des comptes soit aussi éloignée de la réalité du terrain. Il faut qu'ils sortent de la rue Cambon et qu'ils viennent voir sur le terrain, qu'ils viennent discuter avec les professionnels de santé, qu'ils viennent dans des salles d'attente. Moi je les invite à venir, qu'ils discutent avec les patients, qu'ils discutent avec les médecins. Ils se rendront compte de la réalité. C'est quand même frappant, ils sont satellisés ces gens. Ouais. Mathieu, quelle est la question? Comme le préconise la Cour des comptes de la rue Cambon, faut-il contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Oui ou non, par SMS au 6 10 71. Bien. D'ailleurs, les déserts médicaux, il y en a partout maintenant, Jean-Paul Ortiz. Comme on manque de médecins. Attendez. Ah, bon, d'accord. Bon. D'abord, avant de parler de déserts médicaux, ce sont des endroits où la plupart du temps, l'État s'est désengagé. Quand on a fermé l'école, le collège, la poste, la gare, effectivement, ça attire moins les jeunes médecins. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Deuxièmement, il faut quand même, une bonne fois pour toutes, que les élus locaux, les Français, comprennent qu'on n'exerce pas la médecine aujourd'hui comme on l'exerçait du temps de Balzac. On ne va pas mettre un médecin notable au pied de chaque clocher de chacun de nos petits villages. La médecine d'aujourd'hui, ça s'exerce en équipe, regroupée, à plusieurs médecins, dans des maisons médicales, avec d'autres professionnels de santé. Exemple. Ça peut être dans des maisons médicales, ça peut être dans des centres médicaux, ça peut être dans des structures regroupées, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on va exercer la médecine de demain. Et servons-nous des outils modernes, de la télémédecine, de la téléconsultation, de la téléexpertise. C'est ça l'avenir. Il faut arrêter d'être arc-bouté sur les romans qu'on a lus quand on était jeune. C'est plus ça la vraie vie aujourd'hui. Benjamin, vous êtes à Dijon. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Vous êtes interne en médecine générale, justement. Ah, vraiment, franchement, ça me fait plaisir de vous avoir. Parce que dites-moi, la médecine générale à l'internat, c'est un peu délaissé, non? Bah, ça l'était, mais ça commence à revenir à avoir un petit peu le vent. Ça commence à revenir. Oui, bon, d'accord. Très bien. Très bien. Bon, je suis très content d'entendre ça, déjà. Voilà une bonne nouvelle. Que vouliez-vous dire de votre côté, Benjamin? Alors je suis désolé, j'ai pas pu tout écouter pour l'instant, donc je vais peut-être revenir sur des points dont vous avez déjà parlé. C'est pas grave. Mais c'était principalement pour expliquer par rapport au cursus, déjà que effectivement, moi je suis en 9e année, donc j'ai 27 ans. Donc on a un cursus de 9 ans, donc on a 6 ans d'externat, 3 ans d'internat. Sur les 3 ans d'internat qu'on doit faire, on a un stage qu'on doit faire dans un CHU. Et ensuite, pendant 2 ans et demi, on est déjà envoyé dans des hôpitaux périphériques, justement parce qu'il y a déjà peu de médecins, et puis pour assurer des prises en charge dans ces zones un petit peu sous-dotées. Donc, c'est-à-dire que sur déjà nos 3 ans d'internat, on a déjà 2 ans et demi où on doit partir. Et on a donc des études qui nous demandent énormément d'investissement, que ce soit en termes d'investissement professionnel, familial, parce qu'on a beaucoup de stages, beaucoup de gardes, on a des mémoires, des thèses à faire. Donc, c'est beaucoup de sacrifices. Et on finit environ... Pour la moyenne, c'est environ vers 30 ans, 31 ans. Et c'est-à-dire qu'après avoir fait déjà tous ces sacrifices, on devrait être obligé de nouveau à ne pas pouvoir choisir notre lieu d'exercice et d'aller vers des déserts médicaux, ce qui paraît extrêmement compliqué, puisque déjà avant 30 ans, on n'arrive pas à avoir une vie posée en quelque sorte, prévoir une installation. Évidemment, Benjamin. Et donc, il serait beaucoup plus intelligent d'inciter plutôt que de punir. Bien sûr, on est favorable aux mesures d'incitation pour les jeunes médecins. Je pense que l'idéal, ça serait de prendre effectivement le problème plus en amont. Déjà, de permettre à plus de personnes de pouvoir accéder à un externat, un internat de médecine générale, peut-être en revoyant en quelque sorte le numerus clausus en première année. Et ensuite,
lors de la formation de médecins généralistes, de créer de nouveaux lieux de stage où des médecins pourraient découvrir justement des zones sous-dotées en médecins, mais où ils pourraient découvrir, parce que c'est vrai qu'au cours de notre formation, on forme un réseau médical autour de nous, comme le disait votre invité avant. On se fait un réseau et c'est dur de se retrouver seul dans un endroit où on ne connaît personne, d'autres spécialistes. Ça paraît compliqué. Ouais. Jean-Paul Ortiz. Oui, la proposition de Benjamin est excellente et nous sommes complètement d'accord. Nous le demandons depuis des années. On forme les futurs médecins exclusivement ou presque à l'hôpital. Seuls les futurs généralistes font 6 mois en ville. Les futurs spécialistes n'y vont jamais. Il faut absolument que la formation se fasse également en ville, dans les cabinets médicaux en ville. Comment voulez-vous que les jeunes aient tendance à s'installer s'ils ne connaissent pas ce mode d'exercice? Et quand je dis en ville, c'est en ruralité, c'est dans les hypercentres-villes, c'est dans les cliniques privées, c'est partout où il faut envoyer les jeunes en formation. C'est ça l'apprentissage de la vie professionnelle dans toutes ses dimensions et toutes ses variétés. Mathieu. Je voudrais revenir un petit peu sur ce que vous disiez juste avant, quand vous avez cité la Poste, quand vous avez cité l'école, les commerces, la SNCF. Pour tous ces secteurs-là, on voudrait que la SNCF desserve chacune des petites gares de France, qu'il y ait une école dans chaque commune et qu'on puisse avoir un service postal évidemment au pied de chaque clocher, pour reprendre votre expression. Il y a que les médecins qui seraient hors sol, qui seraient technologisés, modernisés avec une consultation à distance et qui n'auraient plus besoin de cette proximité. Lorsqu'on regarde la qualité des soins, on voit bien qu'on ne peut pas mettre un scanner dans tous les petits villages ou dans tous les bourgs. Il faut donc s'habituer, si on veut avoir une médecine moderne et performante, à ce qu'on travaille en équipe, regroupés dans des centres qui sont forcément plus gros. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'accès aux soins en termes géographiques et un bon maillage territorial, c'est-à-dire permettre à des personnes qui vivent plus loin des grandes villes où on va retrouver les hôpitaux, les cliniques, etc., leur permettre d'accéder à un médecin? Non, sauf que ça doit s'organiser avec ce qu'on appelle des consultations avancées. Vous parliez des petits villages. Qu'est-ce qui se passe dans les villages? Et Jean-Jacques le sait très bien dans nos coins, puisqu'on est un peu du même coin. Vous avez 2 ou 3 fois par semaine la camionnette avec le boucher, charcutier, épicier, etc., qui vient sur la place du village. Il y en a de moins en moins, malheureusement. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exercice médical va se faire de cette façon-là, avec ce qu'on appelle des consultations avancées. Vous aurez un médecin qui, effectivement, se déplacera, ira 2 ou 3 fois par semaine, faire une consultation dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de population, mais le reste de son activité, il le fera dans un centre plus important. Et ça peut y compris se faire en téléconsultation. Merci Benjamin. Dans tous les cas, vraiment merci. On va prendre Jean-Luc, qui est médecin à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, dans un instant, parce qu'il est 9h48. Nous allons faire une petite pause. À tout de suite. Notre question, à partir d'une des préconisations de la Cour des comptes, faut-il contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux, oui ou non, par SMS au 6 10 71. RMC, Bourdin Direct. Marie qui nous écrit oui, il faut obliger les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux pendant au moins 5 ans. Voilà ce que dit Marie. Rafik, en revanche, lui nous écrit, il faut pas imposer d'installer les jeunes médecins dans les déserts. Ça ne va rien régler du tout. Il faut former déjà ces jeunes médecins à travailler dans un désert médical surchargé de travail énorme. C'est des journées de travail dur, formation, éducation au sein même de leurs études. Si on continue, on aura la fin de la médecine libérale. Les dépassements d'honoraires ne doivent pas être supprimés non plus. Le médecin en a besoin, il investit dans son cabinet. Voilà ce qu'écrit Rafik ce matin. J'ai Franck qui nous dit l'État se désengage de certains territoires, l'éducation nationale qui ferme des classes, la SNCF, la Poste, on reprend ces arguments, les pouvoirs publics n'investissent pas 1 euro pour l'aménagement, mais en revanche il faudrait que les personnes privées pallient les lacunes de l'État. Voilà ce qu'écrit Franck sur le Facebook Bourdin Direct. Marie qui nous dit habitant à moins de 40 km de Paris, je suis obligé en cas d'urgence cardiologique pour mon conjoint le week-end de faire 20 km pour trouver un cardiologue de garde à Massy. Mon médecin référent n'a accepté de me prendre comme patiente seulement après que mon précédent médecin a arrêté son activité pour raison médicale. Voilà ce que dit Marie qui témoigne. Le désert médical est aux portes du Grand Paris. Appelez RMC au 32-16. 45 centimes la minute. La bonne idée but du merveilleux Noël, c'est Carole, la chouette, qui nous en parle. En ce moment, But vous offre la peluche de votre personnage préféré du merveilleux Noël But, pour un minimum de 100 € d'achat. Moi, je crois que je sais qui c'est mon personnage préféré. Oh, lui alors. But, des prix et des idées tous les jours. 100 000 peluches offertes jusqu'à épuisement des stocks, voire conditions en magasin. Nous sommes avec Michel, qui tente de résister à l'écoprime Volkswagen. Il souffre. Il se pourrait bien que j'en profite. Et ben voilà. Difficile de résister.
Avec la reprise de votre véhicule diesel norme Euro 1 à Euro 4 destiné à la casse, bénéficiez de l'éco-prime Volkswagen allant jusqu'à 8 285 € à déduire sur l'achat de votre Volkswagen neuve. Offre aux particuliers valable jusqu'au 31 décembre 2017. Détails sur Volkswagen.fr. Besoin d'une idée cadeau? Ouais, c'est chaud à trouver. Alors, sans jeter un froid, chez Monsieur Bricolage, le radiateur céramique Thomson 1000 watts avec programmation intégrée est à 109 €. À ce prix-là, ça réchauffe le cœur. Bah tiens. Jusqu'au 24 décembre, préparez les fêtes avec Monsieur Bricolage. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Et si on parlait Renault Occasion? Concernant l'équation de Schrödinger, à savoir la fonction longue d'une dingue avec ma Clio d'occasion. Mademoiselle, vous voulez peut-être partager votre conversation passionnante avec le reste de l'amphi? Oui, j'aimerais bien que tout le monde sache que chez Renault Occasion, j'ai acheté une Clio d'occasion de 5 ans à petit prix avec 6 mois de garantie. Avec l'offre préfutée, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2017. Voir conditions de l'offre préfutée sur Renault.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter l'offre du jour. Bon, qui achète quoi pour le réveillon? Je prends le champagne. On est nombreux quand même. Écoute, ça me fait plaisir. Dès aujourd'hui, le champagne tradition spécial Brut Martel est à moins 50% et c'est seulement jusqu'au 10 décembre dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 15 € la bouteille de 75 centilitres après remise, soit 20 € le litre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 9h51, nous allons prendre Jean-Luc, qui est donc médecin à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Jean-Luc? Allez-y. Ah bah moi, là, quand j'ai entendu la Cour des comptes, je suis pas excédé, mais presque. Oui, mais voilà. je comprends un peu, parce que... Non, mais attendez, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on travaille encore? Enfin, je veux dire, moi, quand je finis mes consultations à 10h le soir, bon, je participe à la permanence des soins dans une maison médicale de garde, et on entend des gens là qui sont dans leur bureau qui vous disent oui mais il faudrait que les cabinets ça soit encore ouvert le samedi, le dimanche. Non mais on tombe sur la tête. Bon, vous voyez, même moi dans notre commune, alors la CPM nous a envoyé un petit mail en disant que nous faisons partie des communes fragiles. Oui. Donc ce qui veut dire, vous voyez, en porte de Paris, bah, de toute façon on n'est plus assez de médecins. Voilà, c'est clair. Oui. Alors maintenant, moi j'allais dire aussi, on a des syndicats qui nous défendent bizarrement. Parce que là, oui, au 1er novembre, les gens ont entendu, ah oui, les consultations des médecins vont encore augmenter. Alors, de toute façon, on a eu 2 € au mois de mai. Bon, d'accord, maintenant, j'allais dire, moi, il me reste peut-être encore 5 ans à travailler. Je suis sûr que je verrai plus d'augmentation du C. Mais là, ce qu'on nous a inventé, c'est des consultations complexes et très complexes. Je peux vous dire qu'en 30 ans d'exercice, les dénominations de ces consultations qui permettraient d'avoir une rémunération supérieure, je n'en ai quasi jamais vu. C'est-à-dire que vous pouvez faire un sondage, demander aux médecins s'ils sont concernés par ce type de consultation. On n'est pas concerné par ça. C'est-à-dire que nos syndicats ne nous défendent pas. Bon, moi j'allais dire la consultation, si elle avait simplement suivi l'évolution d'augmentation du SMIC, on devrait être actuellement à une consultation à pas moins de 30 €. Et je peux vous dire qu'on est un cabinet à 4 médecins, on a une secrétaire. Si on avait ce type de rémunération, on embauche immédiatement. Parce que voilà, nous on croule sur les papiers. Enfin, il y a de plus en plus d'administratifs. C'est pas de la faute des patients. On n'arrête pas de leur demander des trucs. Il faut faire des certificats. Voilà. C'est pas faux. Non. Bien, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Oui, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, vous êtes mis en cause quand même, vous les syndicats. Non, mais bien sûr. Un médecin généraliste, il travaille 57 heures par semaine en moyenne. Comment voulez-vous qu'on lui demande de faire plus d'heures? Quant à ce que dit mon confrère Jean-Luc sur les consultations complexes et très complexes, il a raison. Le système qui a été mis en place est encore plus complexe que les consultations complexes. C'est quasiment inapplicable. C'est dommage parce qu'on avait mis sur la table des propositions qui étaient des propositions simples pour mieux valoriser les consultations longues. Ça n'a pas été repris. Moi, je me suis pas engagé. À la ministre de la Santé, si vous l'aviez face à vous? Écoutez, moi je lui ai dit à la ministre de la Santé, il faut qu'on modifie et qu'on organise mieux le système de santé. Il faut que les médecins libéraux et la médecine de ville aient une vraie place dans notre système de santé. Pourquoi? Parce que malheureusement, on recourt trop à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Il faut recentrer notre système sur la médecine de ville. Comment il faut nous accompagner dans une évolution de notre mode d'exercice pour aller vers un regroupement, comme je le disais tout à l'heure. Vous parliez
les vous MSP. accompagner, C'est-à-dire qu'il nous faut donner les moyens pour que les médecins se rassemblent ensemble dans des structures où ils vont pouvoir travailler moyens, avec d'autres professionnels de santé. Ça peut être des mesures incitatives de baisse de fiscalité, ça peut être des mesures où on va accueillir des jeunes pour leur faire découvrir le métier et ensuite ils vont pouvoir nous rejoindre. Ça peut être des mesures tout simplement organisationnel, de façon à ce que nous, on puisse accueillir des urgences. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, vous accueillez pas assez d'urgences? Bien sûr, sauf que quand vous mettez un orteil dans un service d'urgence de l'hôpital, ça coûte 10 fois plus cher que quand vous allez voir votre médecin généraliste. Moi, je vous le fais à moitié prix, Jean-Jacques, et vous allez voir que je vais m'organiser pour accueillir ceux qui va à l'hôpital et qui n'auraient pas besoin d'y aller. Et quand je vois une ministre, il y a encore quelques mois, c'est pas la ministre actuelle, au moment de la grippe, qui ne parle que des urgences hospitalières, je dis le message est catastrophique. Si vous avez un problème de santé, allez d'abord voir votre médecin traitant. Et effectivement, cette urgence ressentie, dans de grandes situations très courantes, le médecin traitant va vous le résoudre. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Je comprends. Oui, Mathieu, on va terminer là. Conclusion de ce débat, comme le préconise la Cour des comptes, faut-il contraindre les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Réponse finale, oui à 68%. Oui à 68%. Si nous contraignons les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, il y en aura encore moins, et là, ça sera de vrais déserts. Et je voudrais rajouter simplement une chose, c'est que si on contraint les médecins à s'installer quelque part, il faut que les Français pensent qu'ils n'auront plus le libre choix de leur médecin, parce que perte de la liberté d'installation pour le médecin égale perte du libre choix pour le patient, puisqu'on va attribuer à un médecin une zone, un territoire, donc une population. Comme la carte scolaire, exactement. Une bêtise. Et moi, je suis pour la liberté à la fois des médecins et des Français. Merci Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Il est 9h56, vous nous avez accompagnés ce matin, c'était un vrai plaisir. Nous serons ensemble demain, entre 6h et 10h évidemment. À demain.